3, 2, 1... Salut la team, comment ça va? Bon, avec la March Madness qui avance, mais aussi la bulle de G-League qui est finie, de plus en plus de prospects ont désormais terminé leur saison. Et est-ce que ce serait pas le moment parfait du coup pour faire un Airball Project? Moi je pense que si, et les vrais savent, surtout ceux qui ont vu la vidéo avec Briscoe, que les airballs ça me connaît. Alors après Cade Cunningham, que je n'ai pas réussi à me retenir d'évoquer il y a quelques semaines, j'ai décidé de m'intéresser à ceux qui sont passés par la G-League. Hein, les gamins passent par la G-League avant d'arriver en NBA maintenant. Et ouais mon pote, en tout cas c'est le cas de certains, oui on va en parler. C'est ce qu'ont fait Jalen Green et Jonathan Kuminga par exemple, deux prospects qui sont attendus très haut pour la prochaine draft. Voici pourquoi j'ai sélectionné ces deux-là, et je les ai soumis au vote sur Instagram. Là, vous pouvez le voir par vous-même, c'est Jalen Green que vous avez plébiscité. Désolé pour ceux qui préféraient Kuminga, il sera sûrement reproposé au vote très bientôt. Et pour tous ceux qui râleraient parce qu'ils ont manqué le sondage, pas d'excuses. Venez me follow sur Instagram et surtout restez attentifs pour la prochaine fois parce que maintenant que je suis lancé, ça pourrait revenir très vite. Puis j'ai envie que ce soit interactif moi, donc ce serait quand même bête que vous ne profitiez pas de l'occasion pour donner votre avis. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la commu a choisi Jalen Green. C'est donc de lui que je vais parler sans changer grand chose à ma formule habituelle des Airball Project. Du coup, vous connaissez, dans un premier temps, je parlerai de son parcours afin que vous sachiez qui il est. Dans un deuxième temps, je parlerai de ses forces, mais aussi des points qu'il a à travailler, en illustrant autant que je peux avec des images de jeu. C'est la première fois que je vais tenter de mettre des clips de G-League, alors j'espère que la vidéo ne va pas sauter. Enfin, dans un dernier temps, je ferai le bilan, calmement. J'essaierai de voir quel rôle pourrait avoir Jalen Green en NBA, à quel joueur on pourrait le comparer, même si je n'aime pas trop ça, mais aussi dans quelle équipe il fitterait le mieux. Tout ça me permettra de répondre à ma question du jour. C'est parti! Jalen Green est-il un futur attaquant d'élite en NBA? Allez, pour commencer, sachez que Jalen Green est né en février 2002. Élevé dans une famille partiellement d'origine philippine, le gamin a grandi en Californie, où il a commencé le basket très tôt. Dans son adolescence, au collège déjà, il pratiquait un minimum de 5 heures par jour, rien que ça, avec un tel volume, il y a moyen de progresser. C'est ainsi que très rapidement, et assez logiquement, il se fait remarquer à Fresno, sa ville, mais aussi dans toute la Californie. Dès sa deuxième année, il tourne à 28 points par match, remporte tout un tas de distinctions individuelles et porte son équipe au sommet de tous les tournois auxquels elle participe. Ultra spectaculaire, le gamin est un énorme scoreur qui peu à peu devient connu dans tout le pays, puis même dans le monde entier tant ses highlights sont relayés sur les réseaux. Il atteint vite le million de followers sur Instagram et les comparaisons avec Kobe Bryant, oui rien que ça, partent dans tous les sens. Devant ce mec, tout le monde était ébobie. En parallèle, pour être complet, notons que le gamin remporte 3 médailles d'or avec les équipes jeunes de Team USA, un record. Il est élu MVP de la Coupe du Monde U17 en 2018 et devient le plus jeune joueur de la sélection des U19 lors de la Coupe du Monde 2019. Et là, même s'il n'a pas dominé au milieu de joueurs plus vieux que lui, j'ai trouvé cette expérience intéressante tout de même. Parce que ouais, au lycée, au vu de la différence qu'il y avait entre son level et celui de l'adversité, tous les ballons passaient par lui. Là, au vu de son statut de bébé dans cette Team U19, on allait lui demander autre chose, comme évoluer plus sans la gonfle ou défendre plus fort, normal quoi. Et en vrai là ça m'a fait du bien de voir d'autres choses, de voir que Jalen Green pouvait aussi s'épanouir dans un dispositif dans lequel il n'était pas celui autour de qui tout gravite. Bref, les compétitions s'enchaînent, le temps passe et le prospect devient l'un des plus yeutés du pays au vu de son statut de recrue 5 étoiles. Il est également invité au Nike Cup Summit, au McDonald's All-American et au Jordan Brand Classic avant que ces événements ne soient annulés à cause du virus. De toute façon, faut savoir que depuis qu'il a 15 ans, la plupart des grosses facs sont sur son dos et le harcèlent. Mais alors que Auburn, Oregon et Memphis paraissent favorites, Jalen Green, à la grande surprise de tous, décide d'aller se former en G-League. Ouais, en gros, il a fait un gros doigt à la NCAA, ou la NCAA pour les puristes qui préfèrent ce terme-là. En fait, en arrivant dans la Ignite Team, coaché par Brian Shaw, le gamin aurait, et c'est important, l'occasion de se faire du fric, 500 000 $ par an. Mais c'est pas tout, parce que bien évidemment, il y avait aussi un aspect de formation, un aspect de développement dans ce choix. Entouré par des vétérans comme Amir Johnson et Jared Jack, Green aurait également l'opportunité d'avoir un aperçu du monde professionnel, le vrai, tout en affrontant des joueurs confirmés soir après soir. Le choix était donc original, osé, mais intéressant. Et de toute façon, au vu de la notoriété que Jalen Green possédait déjà, il n'avait pas du tout besoin de la grande scène de la March Madness pour être exposé aux yeux du grand public. En fait, même si le collège basketball présente d'autres avantages, en G-League, il aurait l'occasion de suivre au quotidien un vrai lifestyle de pro, tout en gagnant du fric, c'est lourd tout ça. En plus, le lead de la Ignite Team semblait lui être promis, et pour couronner le tout, d'autres gros prospects comme Jonathan Kuminga ou Daishon Nix par exemple avaient fait le choix de l'accompagner. Alors si pour tous ces gars, la décision de rejoindre la G-League a un peu fait ruer dans les brancards au début, elle a finalement semblé plutôt sage et réfléchie. Et en fait, surtout, moi j'ai l'impression que Jalen Green, avec cette décision, a ouvert la porte à beaucoup d'autres prospects pour qu'ils prennent ce chemin dans le futur.
Mais bon, avant de tirer des plans sur la comète, et avant de discuter exactement de ce qu'il a fait en G-League, j'aimerais parler de son profil à Jalen Green. Comme je le disais, il est un scoreur pur qui évolue au poste 2 et qui est né en 2002. Il mesure 1m96, pèse 81 kg et a une envergure de 2m02. Tout ça, ce sont des mensurations correctes, mais sans plus pour son poste, elles ne sont pas hors normes. Mais là où il compense et qu'il est vraiment un freak, c'est dans ses qualités athlétiques ahurissantes, on reviendra dessus plus tard. Je vois, on a affaire à un arrière de taille normale mais qui saute partout, ça a donné quoi en G-League? T'es toujours aussi impatient toi, regarde ses stats en fait, elles sont plutôt bonnes. À un level que je trouve supérieur et surtout bien plus physique et homogène que celui de la NCAA, le gamin a mis ses points tranquilles, tout en tirant avec une efficacité intéressante. Moi, au moins d'un point de vue chiffré, tout ce qu'il a montré j'ai plutôt kiffé. En parallèle, la Ignite Team a fait partie des 8 équipes qualifiées en playoffs, ce qui est pas mal du tout pour un pool de 18. Et même si du coup les hommes de Brian Shaw échouèrent assez lourdement au premier tour de la post-season contre les Raptors 905, le bilan de la saison sera plutôt positif. Mais ce que l'on va retenir plutôt que les résultats collectifs, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, c'est ce que Jalen Green a montré individuellement. Lors de cette saison, sous le signe de la formation, évidemment l'arrière a dévoilé certaines forces, mais aussi certains points à taffer. C'est bien ça que nous allons étudier à partir de maintenant. Mais juste avant ça, comme à l'accoutumée, faisons un petit point sur les différentes mock drafts. Comme vous pouvez le voir, pour une fois on a un joueur qui fait consensus, ou pas loin. Tout le monde, à part NBA Draft Room, qui l'imagine en 2, le voit 3, 4 ou 5. C'est rare, à part quand il s'agit d'un potentiel first pick, que les scouts se rejoignent autant. Les copains d'envergure, eux, le voient en 4, et ça semble tout à fait cohérent. Du coup c'est indéniable, Green est annoncé haut et nous allons essayer de voir pourquoi. Ce sera évidemment le cœur de cette vidéo. Bon, le premier truc qui vous sautera aux yeux si vous regardez jouer Jalen Green, ce sont ses qualités athlétiques hors du commun. Mais quand je dis hors du commun, c'est hors du commun. Le gamin est très explosif, est une machine à highlight et n'a pas fait le buzz sur Instagram par hasard. Ce qu'il fait plaît à tout le public et franchement, il y a de quoi. Ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il a une grosse détente, mais pas que. Même s'il peut paraître très léger avec ses 80 kg tout mouillés, Jalen Green est un gars hyper tonique. Ça en fait, ce gainage, ses muscles abdominaux, ça lui permet de rester en l'air très longtemps grâce à un excellent hang time. Le mec sérieux, il a des côtés Astro Boy. Puis ce n'est pas tout, car évidemment, cette explosivité lui apporte également de vraies facilités en transition. Quand il commence à partir, il est très dur à rattraper, et souvent ça finit en feu d'artifice. Perso, j'adore le voir tracer à toute vitesse comme ça. Et en parallèle, il est également très difficile à défendre sur son premier pas, et il accède très facilement au panier. C'est bien là que débarque sa deuxième qualité, le drive. Évidemment, cette capacité est étroitement liée à ses qualités athlétiques. Grâce à sa puissance et à ses changements de rythme, Jalen Green est définitivement un slasher agressif, qui peut exploser au cercle. Malgré son poids assez léger, son tonus lui donne une vraie force, un vrai gainage comme on disait. Non seulement il est souvent difficile de le sortir de ses trajectoires, mais surtout, lorsqu'il décolle, c'est terminé. Son body control fait qu'en l'air, il est quasiment impossible à bouger, il peut encaisser les chocs, finir après un contact, et c'est une vraie force. Puis au final, même s'il n'arrive pas évidemment à finir à chaque fois, il arrivera à compenser grâce à une excellente propension à provoquer des fautes. Ce qui est appréciable de plus, c'est de voir qu'il a été capable de faire ça face à des gars au physique confirmé et au physique d'adulte. Si beaucoup de joueurs athlétiques peinent à confirmer lorsqu'ils passent chez les pros, Jalen Green ne fera pas partie de cela, j'en suis à peu près sûr. Ok, par contre, j'ai une question. Tu parles d'un scoreur d'élite, mais a priori, il marque tous ses points soit en slashant, soit sur transition. Y a pas un souci là? Laisse-moi finir et laisse-moi enchaîner aussi, parce que c'est là que je voulais en venir. Jalen Green a suffisamment de handle, mais aussi suffisamment de shoot pour être un créateur. En plus de ça, il peut marquer des points aux 3 niveaux, c'est-à-dire près du cercle, à mi-distance et à 3 points. C'est bien ça qui en fait un scoreur d'élite. Au moins au level high school et au level de la G-League en tout cas. Même s'il a encore du boulot, l'arrière est à l'aise avec la balle. Il maîtrise pull-up, step back et side step. Ce qui est fort, c'est que même dans un petit espace, il peut très bien créer la séparation. C'est ça d'avoir de bons appuis et surtout une excellente explosivité. Pour faire le bilan, créer un shoot n'a jamais été un souci pour Jalen Green. Il a suffisamment d'adresse pour prendre des jumpers, il a un très bon range et a les qualités suffisantes pour obliger la défense à faire des choix. Si tu montes trop, il va en profiter avec son premier pas pour te prendre de vitesse et driver, si tu ne le fais pas, il va te shooter sur la tronche. Mais heureusement pour les défenses, il a aussi des failles, et faire les bons choix, ce n'est pas forcément la spécialité de notre prospect du jour. Parce que là, je commence sur les points à taffer, et oui, il y en a quelques-uns. Le premier, vous l'avez compris, c'est la prise de décision, et là j'avoue que plusieurs fois il m'a frustré. Parfois, alors que ses qualités lui permettrait d'accéder à la peinture hyper facilement, il n'en profitera pas. Je trouve qu'il compte beaucoup trop sur son jumper et force des tirs vraiment mauvais du point de vue des analytics. C'est ce qui explique sa grosse inconstance en vrai. Le shoot, t'as toujours l'impression que c'est un petit peu pile ou face avec Jalen Green. C'est dommage quand même car sur des lectures simples, il est capable d'être performant et c'est plutôt essentiel pour un joueur qui porte autant la gonfle. Mais sur cet aspect, soyons honnêtes, d'un point de vue global, il montre de vraies limites. Surtout que du coup, et ça m'embête vraiment, il refuse de voir les passes faciles sur les lignes ouvertes. Plutôt que de prendre ce que la défense lui donne, il va s'entêter et
est forcé seul, et ça me saoule parfois. Et du coup, j'enchaîne sur son deuxième gros point à bosser à mon sens, son individualisme. Jusque-là, c'est juste flagrant, Jalen Green manque d'altruisme. C'est un peu triste à dire, et sûrement très cruel de dire ça à propos d'un joueur de seulement 19 ans, mais si vous voulez la définition de la tunnel vision, regardez l'arrière-jouet. Il ne voit que le cercle, loupe la plupart des kick-outs et est complètement incapable de performer sur pick and pop. Sur pick and roll, c'est moins cata, mais ce n'est guère mieux. Green ne donne absolument pas l'impression d'avoir envie de lâcher la balle. Il préfère forcer, s'enfermer et perd finalement autant de ballons qu'il ne fait de passes, c'est moche. Puis quand il se décide enfin à lâcher la gonfle, parce que ça arrive parfois, ça ressemble un peu à un sacrifice, comme si c'était son tout dernier choix. Il fait ça mollement, avec flegme, mais son body language montre qu'il n'a vraiment aucune envie de se séparer de la balle. Après ça va, je pense qu'en NBA, quand il sera moins responsabilisé, qu'il aura moins la balle entre les mains, il sera obligé de gommer ce défaut. Mais là, jusque là, autant pour ce qui est de scorer, à mes yeux, il fait déjà partie de l'élite, autant pour que je le considère comme un joueur offensif complet, il faudra qu'il montre plus d'envie de partager. Surtout qu'en fait, il y a d'autres secteurs qui me perturbent. Ses qualités athlétiques lui permettent de scorer, c'est clair, mais ses fondamentaux méritent d'être bossés. Oui, je le dis, Jalen Green est un joueur très raw, très bleu encore, il mérite d'être cuit pour être à point. Ou au moins saignant quoi, et ça au final ça le rend prévisible. La plupart de ses points viennent de drive qui finissent main droite, c'est tout le temps la même chose. En contrepartie, son handle est bon mais peut être très loose, limite nonchalant. Jusque là son explosivité suffit, mais en vrai il ne montre pas grand chose d'autre, et c'est pareil pour ce qui est de son shoot en fait. Les bases sont là, mais sa mécanique est assez suspecte, sûrement trop pour être constant. Les appuis sont bien posés, mais son lâcher de balle et la position de son coup de droit ne vont pas. Il est très écarté, et surtout le ballon part bizarrement, au niveau de la poitrine presque, autant dire que ce n'est pas très académique. Au niveau des pourcentages, ça ne se ressent pas trop pour le moment, mais ça entraîne d'autres choses. En catch and shoot par exemple, Jalen Green est très loin d'être une valeur sûre. Donc au niveau du handle et du tir, Jalen Green a du talent, et heureusement, parce que à mon sens, dans ces secteurs, les bases ne sont pas suffisamment bien maîtrisées. Et oui, là il va arriver à un level où le talent ne pourra pas tout faire, il faudra vraiment bosser ses fondamentaux. Et là, aïe, c'est un peu sa fête à notre prospect du jour, parce que j'enchaîne encore avec un domaine qui ne va pas, son jeu sur demi-terrain. De toute façon, rien de nouveau en vrai, parce que tout est lié à des choses que j'ai déjà évoquées. En fait, comme on l'a déjà dit, grâce à ses qualités athlétique et son explosivité, Jalen Green excelle en transition, ça vous le savez. Il est très fort lorsqu'il est lancé et peut devenir même unstoppable. Par contre, dans le jeu arrêté, lorsqu'il faut lancer, faire ou participer à un système, ce n'est pas ça. Comme si l'arrière jusque-là, l'aspect stratégique et tactique, il n'avait jamais appris ou n'avait jamais eu besoin d'apprendre. Sorti du jeu en ISO, le panel offensif du joueur est très limité et j'avoue que ça pourrait paraître inquiétant. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que quand même, lorsqu'il n'a pas la balle, ce qui arrive aussi, parfois, il sait quand même se démarquer. Il propose des cuts bien sentis, après écran ou en backdoor, et peut vraiment jouer et se déplacer sans le ballon, c'est bien. Avec Team USA d'ailleurs, lorsqu'il ne dominait pas tout, il s'en était très bien sorti dans ce rôle et j'appréciais. N'empêche que tout ça me laisse penser un truc. Sur jeu rapide, je veux bien qu'il ait la balle dans les mains, mais sur jeu placé, je préfère largement à ce jour qu'il soit le ball handler numéro 2. Je vois, pour l'instant ce garçon il mise beaucoup sur son talent et ses qualités athlétiques. Il a encore beaucoup de choses à travailler. Est-ce que c'est pareil en défense? Et oui, un peu, parce que encore une fois, grâce à ses outils notamment, il peut être très bon sur l'homme en one-on-one. Il se déplace vite latéralement, rebondit bien et est agile, tout ça c'est très efficace. Ses mains sont rapides, actives et ses instincts sont bons, il semble gérer les timings et arrive bien à rester devant son gars, c'est cool. Ça lui permet d'être polyvalent et de gêner les postes 1, 2 et 3, qu'est-ce que tu veux de plus? Surtout qu'avec sa vitesse, il fait d'autres choses intéressantes aussi. Se placer sur les lignes de passe pour intercepter les ballons et tracer en transition, déjà c'est easy pour lui, et il le fait souvent. Mais il y a encore plus létal et plus spectaculaire. Jalen Green s'est fait une spécialité des remontées de terrain vitesse grand V pour poser du gros chase down. Ça j'adore et croyez-moi, les amateurs de spectacle aussi. Maintenant, est-ce que ça suffit pour dire qu'il est un bon défenseur? Eh bien non. Encore une fois, tous ces éléments, il les produit essentiellement grâce à son talent et ses qualités athlétiques. Et perso, pour le moment, je trouve qu'il manque cruellement de QI défensif, et ça se voit surtout lorsqu'il est loin du ballon. Trop souvent, il est trop attiré par la gonfle, il veut trop gêner, et il peut se faire piéger bêtement. Même les situations simples, comme un pick and roll par exemple, je n'ai pas l'impression qu'il les reconnaisse à chaque fois, et ça peut être dérangeant. Il n'est pas très attentif, pas toujours bien placé, et peut avoir une fâcheuse tendance à gamble et à sauter sur les feintes. Souvent, il va plonger sur la balle et laisser son gars seul dans le corner, je n'aime pas ça. Que ce soit en attaque ou en défense, Jalen Green est à mon sens bien trop centré sur le ballon. Alors maintenant, j'avoue là, des points à taffer, ça commence à en faire une belle brouette. Mais en vrai, si on regarde ses forces, elles sont liées plus ou moins à des qualités innées, et le reste, ça demande surtout du travail. Alors est-ce que c'est vraiment inquiétant? Peut-être pas, parce qu'avec tout ça, le potentiel du garçon semble sans limite. Tous les outils sont là, et dans son profil, en vrai, il n'y a rien de rédhibitoire. Et en fait, plus que de ses mensurations plutôt banales à ce niveau, ou de ses qualités athlétiques hors normes, j'aimerais plus
plutôt insister sur la coordination qu'il a entre le haut et le bas de son corps. Ouais, parce que ça, c'est quand même du presque jamais vu, et pour moi, à cet âge-là, c'est du niveau élite. Dans ses déplacements et dans ses sauts, Jalen Green est tout en contrôle. Cela lui permet d'avoir une aisance folle, au sol ou dans les airs. Sur le parquet, on a l'impression qu'il flotte, il est un joueur ultra smooth. Toutes ces choses-là, ça ne s'apprend pas, ou alors difficilement, et ce qui me plaît, c'est que Jalen Green les possède déjà dans sa boîte à outils. Tout ça pour dire que c'est clair, l'arrière a un paquet de choses à travailler, mais s'il taffe sérieusement et bien entouré et mûrit vite, tout viendra, j'en suis sûr. D'ailleurs, ce qui me rassure, et on fermera ce chapitre des plus et des moins avec ça, c'est son mental. Le mec sur un terrain, regardez-le, il est bestial, comme si son mode agressivité était tout le temps sur on. Il est un joueur déterminé qui joue et qui s'entraîne avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Il est un gros compétiteur, un gros bosseur, et ça c'est positif quand on voit le travail qu'il attend. De plus, personne ne lui fait peur, on dirait, qui que ce soit en face, comme si dans ses oreilles il avait constamment sa propre version de l'œil du tigre. Pour couronner le tout, la confiance qu'il semble avoir en ses qualités semble sans faille, et ça aussi ça peut le mener loin. Bien sûr qu'il voit beaucoup trop le cercle, mais au moins dans ce secteur, l'énergie qu'il donne est très régulière. Jalen Green, et c'est très rare chez les joueurs de son âge, saura s'investir de la première à la dernière minute d'un match, avec toujours autant de hargne. Tout ça me laisse penser que dans la tête, le garçon a tout ce qu'il faut, non seulement pour progresser, mais aussi pour percer en NBA. Et du coup, je pense qu'avec tout ça, on a déjà pas mal d'éléments pour dresser un bilan et voir ce que vaudra ce joueur dans la grande ligue. Donc là voilà, je pense qu'on a déjà fait un bon tour de ce joueur et que vous avez une idée un peu plus précise au moins de son profil. Si l'on veut résumer sur Jalen Green, on dira de lui qu'il est un joueur qui divise, tant ses qualités athlétiques et son manque de fondamentaux font de lui le cliché du pur produit du système américain. Les mauvaises langues, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, diront tout dans les jambes et rien dans la tête, et je peux à peu près le comprendre. Mais bon, là, encore une fois, on parle d'un gamin de 19 ans, et ceux qui diront ça, je les trouverai ultra sévères, d'autant plus que, comme on l'a dit, son mental est impressionnant. Sa marge de progression est grande, son plafond est haut, et je suis à peu près sûr qu'il fera tout ce qu'il faut pour atteindre le plus haut niveau possible. Mais ouais, parce que c'est quand même un bosseur, un compétiteur, et tout ça, forcément, un jour ça paye. Voilà pourquoi je suis complètement sûr, enfin allez, presque complètement sûr qu'il sera dans le top 5 de la future draft. Là, je ne vois aucun élément concret qui me permettrait de dévier des observations des spécialistes à l'heure actuelle. Après, les équipes qui voudront le drafter devront être conscientes de certaines choses tout de même. Bien sûr qu'il est un gros pari, et si on ne regarde que son niveau plancher, bien sûr qu'il n'est pas le meilleur prospect de cette cuvée. Mais pour moi, ça ira quand même, parce que dans le pire des cas, on aura un bon 6e homme qui marquera ses points en sortie de banc. Bien sûr, il jouera probablement un peu trop pour sa gueule, mais il saura apporter son étincelle quand même, en scorant très vite et un peu de temps. C'est finalement ce qu'on demande à un premier remplaçant. Ça honnêtement, je pense même qu'il sera capable de le faire dès son arrivée dans la grande ligue. Par contre, ça c'est s'il reste à son niveau plancher, mais s'il atteint son plafond, mamma mia, quel avenir il a! S'il trouve le bon coach, qu'il développe sa lecture de jeu, bosse ses fondamentaux, apprend les systèmes et lâche la gonfle, on peut avoir très rapidement un attaquant d'élite avec Jalen Green. Alors c'est clair que ça fait beaucoup de si, avec des si on coupe du bois, avec des Omar Sy aussi. N'empêche qu'imaginer progresser Jalen Green dans tous les secteurs est une possibilité bien réelle. Avec une meilleure science du jeu, une plus grande maturité, il pourrait posséder toutes les qualités pour être non seulement le meilleur scoreur de son équipe, mais aussi le créateur numéro 1. Au vu du potentiel dont il dispose et des promesses qu'il présente, je ne vois pas du tout 5 équipes faire l'impasse sur une telle pépite, même si le risque de flop est grand. Voilà pourquoi, dans l'idéal, si je regarde un petit peu les teams susceptibles d'obtenir le pick 5, disons, j'aimerais bien le voir arriver dans une franchise comme OKC. Je veux qu'il ait un coach intelligent, qui prenne le temps de le développer, mais qui ne lui donne pas non plus trop carte blanche. Mark Daigneault, au vu de comment il gère son collectif, semble très bien dans cette optique. Si Green débarque chez le Thunder, le créateur numéro 1, le patron, ça restera Shai Gilgeous-Alexander, au moins dans un premier temps. Cela pourrait laisser l'occasion à Jalen de tester de nouvelles choses, d'apprendre à jouer autrement, peut-être plus sans le ballon. Tout ça en plus sans forcément avoir la pression du résultat, ça me semble pas mal. Je vois, ok, si ça se défend, ça me semble plutôt bien. Par contre, tu le comparerais à quel joueur? Tu évoquais Kobe Bryant quand même en début de vidéo. Alors ok, tranquille, j'ai dit ça mais ça ne vient pas de moi. Et ce n'est pas non plus parce que j'ai mis son maillot derrière que je valide ces comparaisons. Même si Jalen Green semble disposer d'une certaine Mamba mentality au fond de lui, la route sera longue avant d'atteindre le level du showboat. Et en fait, le souci, et vous le savez, je l'ai déjà évoqué, c'est que je déteste le jeu des comparaisons. Chaque joueur est unique, se développe de manière unique, atteint son potentiel de manière unique, et je n'aime pas être trop forcé à trouver des équivalents. Mais j'ai compris, hein, face à l'insistance de certains d'entre vous dans les coms, j'ai promis que j'allais essayer. Par contre, please, soyez-en conscients, tout ça est à prendre avec de grosses pincettes. Du coup, je pourrais dire qu'au vu des qualités athlétiques et des éléments à développer, je peux voir un peu du Zach LaVine rookie en Jalen Green. Et le Zach LaVine d'aujourd'hui, ce serait la version du Jalen Green qui aurait atteint son plafond, ou pas loin. Par contre, s'il ne progresse pas, il pourrait plutôt se tourner du côté de Gerald Green, et ce n'est pas non plus une option que j'exclus à 100%. Parce que ouais, Gerald Green faisait lui aussi partie de ces phénomènes athlétiques, mais jamais il n'a su développer suffisamment son QI basket, ou apprendre à jouer avec les autres. Ça lui a valu une vraie carrière, je pense. Donc vous le voyez, pour Jalen Green, l'éventail est large en termes de comparaison. On pourrait même parler de Malik
ficelé peut-être. Voilà pourquoi je n'aime pas trop ça, parce que beaucoup de choses dépendront du contexte dans lequel il tombera et de comment il se développera. Par contre, je le redis, parce que lorsqu'on imagine sa progression, ses facultés mentales semblent allumer beaucoup de voyants au vert. Ça me plaît tout ça, et du coup, si l'arrière atteint son full potentiel, je ne connais pas ses limites, mais elles peuvent être affolantes. Alors même si le chemin sera long pour en arriver là, je conclus là-dessus, en répondant à ma question du jour. Oui, définitivement, Jalen Green a toute la panoplie nécessaire pour devenir un jour un attaquant d'élite en NBA. Voilà pour ce qui est de Jalen Green, voilà pour ce qui est de mon deuxième Airball Project de la saison. Vous en pensez quoi, vous, de ce gamin? Futur star des parquets ou futur flop assuré? Donnez-lui une note en commentaire, histoire que je me fasse une idée. Si vous lui mettez 10, ça veut dire que vous imaginez de lui qu'il sera un futur Hall of Famer. Si vous lui mettez 0, ça veut dire que vous n'imaginez même pas un jour le voir titulaire. Comme quoi, ça laisse quand même un éventail assez grand, et le pire, c'est que tout est possible de 0 à 10, je m'imagine. Mais ce qui est clair, c'est qu'en ce moment, j'adore vous demander de mettre des notes comme ça me permet de faire une moyenne ensuite et d'évaluer les tendances, c'est super intéressant. Tiens, tant qu'on parle de ce qu'il faut mettre dans les commentaires aussi, dites-moi quel prospect vous voulez que j'évoque pour la prochaine fois. Maintenant que la saison des Airball Project s'est lancée, ce serait dommage de vous priver. Donc laissez-moi tous les noms de la QV 2021 que vous voulez que j'aborde. Moi je prendrai les 2 plus cités ou les 2 plus likés et je les proposerai au vote sur Instagram. On verra ensuite qui fait le cut et si vous voulez participer, profitez du fait que ce soit interactif pour me rejoindre et voter sur ce réseau. Sinon vous le savez, pour avoir une vision complémentaire et différente de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça prend place. Récemment on a sorti une vidéo qui raconte l'histoire d'Earl Manigault, le véritable GOAT. Oui, véritable, avant Michael Jordan ou LeBron James. Pour plus de détails, je vous invite vraiment à aller checker la chaîne. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Yes, le 4 à la suite, vous connaissez, c'est comme ça qu'on aide cette vidéo à être mise en avant. Je dois l'avouer, je compte sur vous, j'aimerais trop qu'elle pète les scores avant la prochaine draft. Puis pour aller plus loin encore dans le soutien, je pense que vous le savez, mais ça ne coûte rien de le répéter, c'est sur Tipeee que ça allait. Les gens ne se rendent pas compte, j'ai l'impression, à quel point ça aide la chaîne à avancer, même le plus petit don. Et ouais, parce que j'aime bien cette image, mais avec une goutte, plus une goutte, plus une goutte, plus une goutte, plus une goutte, on crée un océan. Alors merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur goutte, et gros big up à tous ceux qui ont prévu de le faire à l'avenir. Soyez-en conscients, la chaîne a constamment besoin. À très vite.